La deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mahmoud Alpha Boukani Maïga, journaliste spécialiste du Sahel. Emmanuel Nkouzou-Mouami, analyste économique et politique, également essayiste, ainsi que Kabdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Nous parlions donc de ces décisions du président burundais de ne pas se représenter en 2020, donc pas de quatrième mandat. Alors le CNRD, la plateforme de l'opposition burundaise en exil, n'y croit pas du tout. Le CNRD parle d'un non-événement. Est-ce que le doute n'est quand même pas permis dans la mesure où le président vient quand même de se doter d'une constitution? Alors lui dit qu'elle n'est pas taillée sur mesure, mais quand même cette constitution lui permet de se représenter à 2 nouveaux mandats, avec cette possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Donc pourquoi finalement adopter cette constitution pour finalement dire que je ne vais pas me représenter? Il vient de le dire lui-même que la constitution n'a pas été taillée à la volonté ou à la mesure de M. Pierre Nkurunziza en tant que président actuel. Ça, c'est déjà une première nouvelle. Deuxième nouvelle, le mandat du Burundi aujourd'hui, le mandat présidentiel était de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2020, il va passer à 7 ans. Donc c'est les fameuses 14 années qui vont s'écouler entre 2020 et 2034. Mais si Pierre Nkurunziza a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle en 2020, il dit lui-même qu'il doit respecter la constitution de 2005 et pas celle. Mais est-ce que le Burundi avait besoin de cette constitution qui revient qui enterre complètement les accords d'Arusha? Merci de citer l'accord d'Arusha. Je répète encore une fois à nos Africains qui nous écoutent. Les accords de paix sont faits pour stabiliser pour une période. On ne peut pas vivre... on parle quand même de 2000. Excusez-moi, non. Là, je ne suis pas d'accord. Les accords de paix sont, de toute façon, dans tous les pays aujourd'hui, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, en Asie ou en Amérique latine, ça existait, ce sont des accords qui sont toujours signés pour stabiliser, pour la paix, en attendant de trouver des textes constitutionnels beaucoup mieux adaptés aux situations et pour la stabilisation. Une fois que le pays est stabilisé, pourquoi voulez-vous qu'on reste dans les accords de paix pendant 150 ans? Est-ce que le Burundi est si stable que ça? On a rappelé tout à l'heure le contexte qui prévaut au Burundi, notamment depuis 2015. C'est une grave crise politique. Oui, mais la crise 2015, c'est une crise de mauvaise lecture de la constitution du Burundi. Et elle a été attisée, excusez-moi, comme je suis du coin, c'est plus facile d'en parler avec ça, c'est des mots. Beaucoup de passion. On a besoin d'autre chose. Il faut être pragmatique, il faut être concret. En 2015, lorsqu'il y a eu une mobilisation générale contre le fameux 3e mandat, les gens qui l'ont fait, ils avaient d'autres agendas, d'autres objectifs que Nkurunziza lui-même, parce qu'en relisant le texte constitutionnel, et vous irez même le relire, j'ai pris le temps de l'analyser. Pas besoin. On parle de choses factuelles. Pour dire qu'en 2015, M. Nkurunziza a été élu au suffrage universel pour la première fois au titre de l'article 96 de la Constitution. Autrement dit, ceux qui ont voulu lire le 3e mandat, ce sont les gens qui ont dit entre 2005 et 2010, donc il est au premier mandat. Non, c'était un mandat de transition. Ce n'était pas un mandat constitutionnel au titre de l'article 96 précité. Il faut que les pays africains, en tout cas certains, soient démocratisés. Aujourd'hui, pour moi, je pense que la solution, elle est africaine. On a tantôt parlé de la CPI. C'est très noble l'idée de la CPI de poursuivre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, viols, ainsi de suite. Mais on est un peu déçus. En tout cas, depuis le début, 2 poids 2 mesures. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'exemple patent sur lequel on doit se référer, c'est le procès de Hissène Habré. Pour la première fois, un ancien président est jugé en terre africaine par des juridictions pénales africaines. Pour moi, la solution, elle est là. Crime contre son humanité, je dis bien. Premièrement. Deuxième chose, je pense que véritablement, il faut que l'Union africaine soit ce qu'on attend d'elle. J'avais écrit sur un précédent article l'Union africaine que nous voulons. Malheureusement, on est très pessimiste. Une union quand même financée à 98, selon certains, par des bailleurs étrangers, n'est pas encore autonome. À partir de 2018. C'est juste triste. Tout à fait, il y avait des progrès lors du 27e sommet de l'Union africaine. Mais je pense qu'il faut aller vers une politique commune de défense et de sécurité, avec une force africaine de réaction rapide qui pourra faire tampon face à certains dictateurs, comme Pierre Nkurunziza, comme d'autres dictateurs. Moi, j'ai envie de dire que l'histoire a montré, si on fait un tour d'horizon, que tous les dictateurs ont mal fini. Quand on se porte en boucher de son pays, on finira mal tôt ou tard. Et je pense que
il y aura, on le souhaite de tout cœur, même si ce n'est pas des juridictions internationales, des juridictions africaines, ce sera des juridictions burundaises qui vont les juger. Monsieur Boucanier Maïga. Oui, eh bien, j'aborde dans le sens de Abdou, mais le problème est plus, à mon avis, se pose en termes d'analyse. Comment ces dictatures, on les appelle ainsi, se sont articulées jusqu'à ce que c'est la communauté internationale qui nous prend en charge. Bon, qu'un chef d'État africain, avec tous ses forfaits, se trouve déporté à la Cour internationale, je suis vraiment réticent à cela. Pourquoi l'Afrique n'est pas capable de mettre en place une juridiction solide, sans aucune acrobatie, pour que ces criminels-là soient jugés sur la terre? Son évocation de Hissène Habré est une grande évocation. Ça, c'est la grandeur du Sénégal. Le Sénégal a réussi à faire juger un chef d'État pour crime contre l'humanité, crime contre son peuple, mais sur place. Mais pourquoi on déporte nos criminels ailleurs? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de gérance, de gérance de nos choses politiques, de nos choses criminelles, par ce qu'on appelle la communauté internationale sans adresse? Comme me disent l'adresse de la communauté internationale et comme me la définissent davantage, je comprendrai mieux. Pour la simple raison que, j'aurais fini, on va me dire les Nations Unies. Oui, les Nations Unies, mais pourquoi la communauté internationale? Ça, c'est des concepts abstraits. Qui est-elle, cette communauté internationale? Ça, c'est des concepts abstraits dont je me méfie totalement. Et que nos dictateurs, nos tueurs soient jugés chez nous, selon une réglementation interétatique établie chez nous. D'où le début de l'autonomie, de notre autonomie juridique, judiciaire et politique. Bon, voilà les choses qui doivent être posées en termes de problèmes concrets. Et Emmanuel Nkouzoumouami. Je partage tout à fait le plaidoyer sur l'Union africaine. Nous avons une organisation qui est totalement inefficace. Oui. Bon, c'est vrai, le cas d'Hissène Habré, c'est un cas... Alors, c'est justement par les exemples particuliers qu'on arrive au général. Absolument. Pour revenir au Burundi. Moi, je suis d'accord absolument qu'en 2020, on ouvre un ensemble de constats... Excuse-moi mon frère, je vais interrompre, et je vais intervenir dans une parenthèse dans ta phrase. La grandeur de Paul Kagame, démonstration pendant plus de 25 ans, ça lui a valu l'autre jour, ici à Paris, cet accueil grandiose. Voilà qui fait la grandeur de l'Afrique et qui nous grandit, nous, individuellement. Rupture, démonstration du fait d'être capable de mettre en place un système sécuritaire du pays, protection du peuple. Ils pavanent dans les rues du Rwanda, sans garde du corps. Sans garde du corps. Alors, voilà ce que doit être le chef d'État africain, normalement. Oui. Pas celui qui se cache derrière des gardes de corps, à la fois costaud, bête et pas entraîné du tout. Monsieur Nkouzoumouami, pour revenir au Burundi... pour revenir au Burundi, je suis d'accord qu'en 2020, on puisse ouvrir des enquêtes judiciaires pour savoir qui a commis tel crime et qui a éventuellement excité les populations dans ces tueries. Une population ne se lève pas toute seule pour aller faire des crimes. Elle est incitée. Ça n'est pas vrai. Donc, autrement dit, je suis d'accord qu'à un moment donné, on dise, eh bien, les Africains, soyons mûrs, capables de mener des enquêtes chez nous et de sanctionner par les juridictions africaines. Il existe une cour de justice africaine. Elle existe sur le papier. Sur le papier. Mais dans l'exécution, je peux comprendre qu'avec un budget de 790 millions de dollars, on soit incapable même de payer le personnel. Donc effectivement, à ce niveau-là, puisque le budget est ridicule, on ne peut rien faire avec ce budget-là pour les institutions africaines. Ce n'est même pas une question de budget, c'est une question de décision. C'est une question d'engagement. On peut trouver des
solution intermédiaire. Lorsque le Sénégal a décidé, ou tout au moins a demandé de détenir Hissène Habré au Sénégal pour le jugement, ça c'est une décision d'un État. Maintenant, si l'Union africaine est incapable de mener des actions... Le Sénégal est un des rares États africains qui est assis. L'État au Sénégal est une réalité. Que nos communautés communiques régionales, y compris la communauté communique de l'East Africa, puissent aujourd'hui dire « je me saisis de la question judiciaire du Burundi » et dans ce cas, j'interpelle M. Nkurunziza, pas lui seul, mais aussi tous ceux qui l'ont entouré, et même ceux de l'opposition, pour arriver à comprendre qui a commis ces massacres, les 1200 personnes dont on parle. Le cas du Sénégal est un cas singulier en Afrique. Le Sénégal a mis en place l'État depuis Senghor. C'est-à-dire rien ne bouge sans l'État. L'État est une effectivité au Sénégal. L'État est une réalité au Sénégal. Maintenant, le peuple sénégalais, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne les structures de l'État, l'installation de l'État, le mode de fonctionnement de l'État, le Sénégal est un modèle qui est exactement au même niveau que les pays occidentaux. Bon. En termes d'articulation. Pour finir avec le Burundi, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine incohérence dans la décision, dans l'annonce du président Pierre Nkurunziza? Incohérence, moi je dirais non. Non, parce que je me rappelle qu'en 2015, quand elle a été élue, juste après l'investiture, il avait dit c'est mon dernier mandat, je ne me représenterai pas en 2020. Il avait déjà dit en 2015. Donc en 2018, il ne fait que répéter ce qu'il avait dit juste après son investiture. Donc quelque part, je trouve de la part de l'homme qu'il y a de la cohérence. Maintenant, vient la question d'effectivement des morts qui ont eu lieu entre 2015 et aujourd'hui, peut-être jusqu'en 2020. Peut-être elle sera 1200, peut-être 1300, je ne sais pas. Ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est le principe de dire il y a eu des morts, il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. Maintenant qu'on sache qui a provoqué ces morts-là. Mais encore une fois, pour ceux qui disent que Pierre Nkurunziza peut-être est en train de faire un jeu politique, une histoire de prendre à contre-pied ses opposants ou ses détracteurs de façon à ce qu'ils puissent éventuellement se représenter, effectivement, je ne suis pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il va faire en 2019, mais à mon avis, c'est définitif, il ne se présentera pas en 2020. Ce serait bien un jour, à l'occasion, qu'on revienne sur la question de la notion de l'État en Afrique. Je m'adresse à vous. On en parlera, M. Magasse. Ce opuscule que vous avez à côté, il y a une lettre que j'ai publiée, envoyée au président Ibrahim Boubacar Keïta, lorsqu'il a été élu, que je connais en personne. Eh bien, le dernier chapitre du livre, c'est Lettre ouverte au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, intitulé « Monsieur le Président et cher aîné ». Alors on aura... Je l'avertissais sur le danger de l'État et je lui ai montré le modèle de l'État installé du Sénégal. Alors on aura bien sûr l'occasion d'en parler avec vous, très largement dans le cadre d'une prochaine émission sur le Mali. Abdou Fleur, sur la décision du président Pierre Nkurunziza. Une cohérence totale et absolue, c'est évident. Je pense que le moins averti peut se rendre compte que c'est un bluff, que c'est pour endormir l'opposition, c'est pour endormir la communauté internationale. Je pense que c'est une évidence. C'est un procès d'intention. Je pense que, en tout cas, il ne nous a pas prouvé le contraire jusqu'à présent. Il n'y a pas de gage quant à sa véritable intention de se retirer en 2020. Tous ces moyens, toute cette énergie mobilisée pour modifier la Constitution contre la volonté de la population. Il y avait même des contraintes pour aller voter. Et on sous-entend que si on ne va pas voter, en tout cas si on vote contre, peut-être qu'on sera réprimé. Il y a énormément de journalistes, énormément d'activistes qui sont à l'étranger, qui sont exilés. Beaucoup d'oppositions disparaissent ou sont... Il y a deux écueils sur cette affaire-là. Je termine juste, s'il vous plaît. Pour moi, le cas de Pierre Nkurunziza, en tout cas, doit être un exemple. En 2018, 2020, l'Afrique quand même doit commencer à se mettre sur la voie du développement. Et cela commence naturellement par une stabilité. J'ai envie tout de suite d'évoquer ce fameux principe de la responsabilité de protéger qui pouvait être une solution en Afrique. Malheureusement, aussitôt mis en œuvre, en tout cas les 2 fois où ce principe a été appliqué en Côte d'Ivoire et en Libye, il y a tout de suite une instrumentalisation. Mais je pense que si elle est ressuscitée, surtout adaptée au contexte africain, en tenant compte de nos réalités politiques, géopolitiques, elle peut être une excellente chose. Elle consiste tout simplement à intervenir là où les dirigeants, l'État, ne peut pas ou ne veut pas intervenir
surtout quand il massacre sa population. Et je pense que c'est exactement aujourd'hui le cas de Pierre Nkurunziza. Appuyé sur ce fameux principe, on pouvait intervenir et quand même rétablir l'ordre et mettre le pays, en tout cas mettre le président à l'état de pour ce qui est des massacres, encore une fois, moi je ne suis pas dans un procès contre Nkurunziza ou bien contre ses opposants. Je me dis simplement, s'il y a eu des morts, il faut qu'il y ait des enquêtes impartial pour savoir exactement ce qui s'est passé, qui a donné l'ordre de tuer et qui a tué qui finalement. Mais c'est le président et son gouvernement. Ce n'est pas le président. On n'a pas besoin de chercher. C'est pas parce qu'il y a des morts. Alors jusqu'à maintenant, les rapports de l'ONU pointaient le régime du président Pierre Nkurunziza. Mais pourquoi il est poursuivi? Oui, le rapport de l'ONU pointe. Les rapports de l'ONU ne sont pas des enquêtes. Il y a des enquêtes préliminaires de la CPI. Ce ne sont pas des enquêtes. Et pour cause, le régime refuse de laisser entrer les enquêteurs de l'ONU. Ce sont des auditions qui ont été faites dans certains quartiers. Mais ces auditions qui sont dirigées, ils sont commandités. Ils sont commandités. Oui. Les enquêtes de l'ONU. Excusez-moi, je ne vais pas faire du général de Gaulle ici, mais l'ONU, c'est un machin qui aussi ne sert pas à grand-chose. En tout cas pour l'Afrique. Bien sûr. Non. Tout à fait. Pour avoir connu le génocide rwandais en 1994, tout à fait. je peux vous dire que... Et le cas de la MINUSMA au Mali, aujourd'hui, qui ne sert à rien. À la question des accords de paix d'Arusha. Voilà. Le mot a été lâché. Revenons-y un peu. Ils ont été signés en 2000, effectivement, pour stabiliser le pays. Le Rwanda les a connus en 1993, dans les mêmes circonstances quasiment, pratiquement, parce que nous étions dans la guerre civile au Rwanda en 1993, guerre civile au Burundi en 2000. Maintenant, depuis 1994, la fin du génocide au Rwanda, les accords de paix d'Arusha ont été intégrés dans la première mouture de constitution, dans un premier temps. Et aujourd'hui, ils ont été complètement, je ne dis pas oubliés, mais totalement intégrés. Ils font partie du paysage naturel. Dans la nouvelle constitution de 2017, mais aujourd'hui qui a institué la présidence de Paul Kagame pour quelques années qui viennent, les accords d'Arusha n'apparaissent nulle part, parce que la stabilisation a déjà eu lieu. Ce sont les accords de transition, les accords de paix. Et ça, c'est l'histoire, c'est le passé. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Dans le cas du Burundi, la constitution 2015, effectivement, portait le volet des accords de paix d'Arusha. Mais pour ceux qui ont bien lu cette constitution 2005, je dis bien 2005, les accords de paix d'Arusha étaient déjà intégrés dans cette constitution 2005. Ils étaient intégrés dedans. Oui. Ce qu'on a fait en 2017, on a refait simplement la constitution sur l'histoire du mandat présidentiel et sur les histoires d'ethnie dans les quotas ethniques. Nous sommes quand même le seul pays que je connaisse en Afrique où dans la constitution, on a marqué les quotas ethniques, dans l'administration, dans l'Assemblée nationale, dans les élections. Alors justement, le président revient dessus avec la lecture de la justement, j'ai dit l'ethnisation du pouvoir, l'ethnisation du pouvoir dans certaines régions d'Afrique. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le problème. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc il n'y a pas de nation. Parce qu'il y a au Burundi des gens qui ne sont ni Hutus ni Tutsis et qui ne sont pas de le quota. Qu'est-ce que deviennent ces gens-là? C'est du n'importe quoi. Mais c'est l'ethnisation au Burundi, au Rwanda, des nations. Donc, et là, je reviens sur ce que... Il n'y a pas eu la notion de la nation en termes de plateforme pour le fonctionnement de l'État. Au Burundi, au Rwanda. Voilà. Bon, ça a été une ethnisation. Au passage, donc, les ethnies sont apparues au Rwanda et au Burundi en 1931. Mais bien sûr, par les Belges. Avant, on n'en parlait pas. Par les Belges. En 1931, on nous met sur le carte d'identité les ethnies. Alors pour conclure... Et donc, Kagame les a enlevés au Rwanda après 1994. Il a parfaitement raison. Je le soutiens sur ce point-là. Donc il faut qu'au Burundi aussi, on mûrisse un peu, qu'on se dise, bon, la guerre a eu lieu, les massacres ont eu lieu, c'est dommage, c'est regrettable. Il y aura des procès pour les criminels. Il faut qu'il y ait des procès pour les criminels. On ne peut pas faire la paix sans la justice. Les deux vont ensemble. Et ensuite, construire le développement. Et là, je suis d'accord, on ne peut pas construire un développement sans la sécurité intérieure des frontières, des populations. Et la sécurité des institutions, ça fait part de la sécurité. On ne peut pas le faire sans éducation, on ne peut pas le faire sans l'armée alimentaire et sanitaire. Donc, pour conclure, le président a fait adopter une constitution, entre guillemets, taillée sur mesure, une constitution risqué quand même pour l'avenir de ce pays. Vous avez parlé de stabilité tout à l'heure, mais le Burundi, visiblement, reste extrêmement fragile. Donc, il a fait tout ça, finalement, pour rien. Absolument. Abdou Fleur. Il n'a pas fait pour rien parce que personne n'ose croire qu'il ne se représentera pas. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas prédire l'avenir. Il y avait un point d'interrogation à ma question. Tout à fait. On ne peut pas prédire l'avenir, mais quand même, il y a de forts... En tout cas, jusqu'à présent, rien ne prouve
qu'il ne se représentera pas, eu égard à son parcours, ce qu'il a fait, ainsi de suite, jusqu'à présent. Moi, j'ai juste envie de dire ceci. La politique politicienne n'a jamais mené l'Afrique nulle part. Il est temps que l'on arrête de noyer le poisson, que l'on arrête les grands discours, que l'on arrête de défendre l'indéfendable et de s'inscrire dans la voie du développement, de la stabilité, de l'émergence, comme est en train de le faire beaucoup de pays, notamment le Rwanda. Ceci étant, on pense qu'il va venir à de meilleurs sentiments et que ce n'est pas des ballons de sonde, mais que c'est la réalité. En tout cas, ce sera une très grande surprise, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'y croit absolument pas. Et pour moi, c'est un épiphénomène. Alors, son procès d'intention, je le récuse. D'une part, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2020 au Burundi. Donc, on peut dire il se représentera, il ne se représentera pas. On n'en sait rien. Il a dit qu'il ne se représentera pas. Moi, je pense que c'est un certain nombre d'honneurs et il ne va pas se représenter. Il a même dit je suis le guide du CNDD, qui est le parti qu'il a fondé dans le maquis, qui est au pouvoir aujourd'hui au Burundi. Il a dit je suis le guide de ce pays-là. Je dois être un exemple. Il a dit lui-même. Alors, un exemple. Pour être un exemple, autrement dit qu'il faut qu'il respecte sa parole et je pense qu'il va la respecter. Première chose. Deuxième élément. Et il faut que ce pays expurge cette histoire de politique ethniste. Il faut qu'on en sorte. Et pour s'en sortir, il fallait une constitution moderne qui fonde la nation et qui ne fonde pas le pouvoir sur les bases ethniques. Et cette constitution nouvelle qui a été votée au Burundi, c'est une constitution pour asseoir une nation et sortir des débats et des querelles ethniques qui ont mené le pays, je vous dis encore une fois, depuis 1965, Michel, premier coup d'État en 1965, jusqu'en 1993, à la mort de Meki Ondadaye, président élu, toujours dans le même contexte de lutte ethnique entre les Hutus et les Tutsis. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut sortir de cette querelle ethnique Hutu-Tutsi pour finalement bâtir une nation. Et il fallait une constitution aujourd'hui moderne qui démarre, qui bâtisse une vraie nation. Merci. Une vraie nation. Et aujourd'hui, je vous fais crédit qu'en 2020, nous serons dans une vraie nation, avec une vraie constitution, avec un respect des règles constitutionnelles. Merci, merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette déclaration du président Pierre Nkurunziza. Voilà, beaucoup de questions autour de la crédibilité de cette annonce, notamment du côté du CNRD. On marque une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.